Aïcha, bonjour. Bonjour Prétia, Merci d'être là. merci de m'avoir reçu. Merci d'avoir fait le déplacement. C'est rien. Écoute, en tout cas, ravie de te recevoir, parce que j'ai lu ton livre et c'est vrai que c'est une histoire qui marque. Ouais. Je me suis même dit en lisant, oh là là, je sais pas comment elle a fait. Mais bon, tu vas nous en parler. Oui. Moi, je te connais du coup un tout petit peu et j'aimerais surtout que tu te présentes de la façon dont tu le souhaites, en mettant en avant ce que tu veux mettre. À toi. Moi je suis Aïcha Diakité, je suis maman solo, je suis salariée et également auteur et entrepreneur dans la vie de tous les jours. J'ai écrit un livre parce que j'avais besoin de partager un peu l'expérience que j'ai vécue. Parce que je me suis rendu compte que d'autres personnes étaient touchées. Voilà. Quand on vit dans sa bulle, on ne pense pas que les autres peuvent être touchés. Et voilà, j'avais ce besoin de partager et c'est fait. Et du coup, j'ai bien fait. T'as eu raison, parce que c'est vrai que c'est des choses, des fois dont on ne parle pas. Mais c'est ça, justement. Ouais. C'est ce truc de ne pas lever parler. Le tabou là. Ouais, je me disais, c'est dans la culture afro-antillaise en fait. Non, c'est général. Ah, c'est partout. C'est vraiment partout. Oui, que ce soit en France, partout. Ouais, enfin, j'ai l'impression que. C'est partout, dans toutes les cultures, cette honte d'en parler, cette honte de partager. Et on ne devrait pas avoir honte de ce qui nous arrive. Surtout ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui nous touche et c'est depuis nos entrailles. Donc ça peut ne pas être évident à évacuer. Ouais, c'est sûr. Oui. Effectivement. Bah écoute, présente-nous le livre, comme ça, hop, attends, je te le prends comme ça, je le mets en avant. Hein. De la déception à la réalisation de soi, je vous invite vraiment à le lire. Alors, en plus, il se lit vite, hein, en 2 heures. En 2 heures, franchement, on l'a terminé. Ma première question, Aïcha, c'est quand tu traverses tout ça, hein, parce que tu les as enchaînés, hein. Ouais, tu les as enchaînés. clairement. Et moi, ma question, c'est entre deux, comment tu trouves la force à chaque fois? Parce que tu vois, sans rentrer encore, on va rentrer un peu tout à l'heure, mais toi, le principal, c'est ton désir d'enfant. C'est un désir d'enfant. Et comment tu arrives de ne pas te dire, c'est bon, j'arrête tout? Parce que après tout ce qui t'est arrivé, tu vois, moi, en lisant ton bouquin, je me suis dit, waouh, comment elle arrive à chaque fois à rebondir comme ça, quoi? En fait, sur le coup, la question ne se posait pas. Dans le moment, cette période-là, la question, je ne me la posais pas du tout. J'avais un objectif, j'étais focus. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais au fond de moi, je savais que j'allais atteindre mon objectif. Je ne savais pas comment et je ne savais pas aussi quand. Donc du coup, je me suis dit, la clé, c'est la patience, mais la patience saine. Donc, du coup, je ne sais pas comment j'ai fait. Après, je sais qu'au niveau de la foi, ça m'a vraiment fortifié, ça m'a aidé. Et c'est vraiment ce qui m'a fait tenir. Après, de base, je suis quelqu'un d'une personnalité, je suis patiente. J'essaie d'accepter ce qui m'arrive et de travailler sur ce qui m'arrive aussi. C'est pas évident, je le dis comme ça facilement, mais c'est pas facile, mais c'est un travail que je fais constamment. Ça peut être épuisant, c'est épuisant physiquement par moment, mais ça a été nécessaire de le faire. Et cette question, je me suis la posée après tout ça. C'est après tout ça que je me suis posé la même question. Comment j'ai fait? J'ai ma réponse. Donc voilà, et maintenant je me dis, mais waouh, quand même, on a fait des choses, Aïcha. Mais tu vois, et c'est là où déjà je voudrais te dire bravo, parce que non pas bravo pour l'épreuve, mais bravo pour cette résilience, pour de ne pas avoir baissé les bras. Parce que franchement, je suis sûre que beaucoup de gens lisent et puis se disent, moi au bout de 2 fois, je vais déjà abandonner. Et puis tu sais, c'est des vrais drames à un moment donné. Corps et âme, on est totalement impliqué dedans. C'est ça en fait, parce que autant, ce que je veux dire, ça peut être brut, mais autant tu perds quelqu'un, allez, ça va te faire mal, mais c'est pas grave, mais là tu perds quelque chose de tes entrailles, et en plus de ça, que tu as vu naître. Parce qu'on parle aujourd'hui par exemple de la fausse couche, mais moi je dis que surtout quand ça arrive à un terme, c'est assez loin, tu l'as porté, tu l'as vécu. J'ai eu du mal avec ça, moi. Ah bah oui, mais c'est pour ça que je compare. J'ai eu du mal avec quand on me parlait, on me disait, la fausse couche tardive. Ça m'a interpellée tout de suite, mais en une fraction de seconde, j'ai dit non. J'ai dit non, j'ai accouché. J'ai accouché, j'ai pas eu l'enfant.
C'est ce que je disais. Il me dit oui, mais bon, j'ai dit oui, médicalement parlant, mais moi, c'est quand vous me dites ça, c'est violent en fait. Je ne savais pas pourquoi, mais c'était violent. Et une fausse couche tardive, pour moi, c'est au-delà d'une fausse couche en fait. Ah bah oui. Médicalement comme ça s'appelle comme ça. Ouais. Mais quand on vit, bon, c'est pas ça en fait. Parce qu'on accouche vraiment. Bah oui. Enfin, moi, personnellement, c'était ça et clairement, non. Et d'ailleurs, ça s'inscrit dans le livret de famille. Donc, c'est ambigu, c'est même pas clair, c'est même pas cohérent, je trouve. Et c'est inscrit dans le livret de famille, donc, bon, le terme est toujours là. Je sais pas pourquoi il le garde, parce que C'est franchement, ouais, c'est hyper brutal, quoi. J'ai vite enterré le sujet parce que Oui, bah oui, il faut. c'était trop brutal. Donc, je me suis dit, bon, je laisse tomber ça et pour moi, c'est pas, je l'entends pas comme ça. Donc, voilà. Du coup, on me le disait plus. Ah bah tu m'étonnes. On me le disait plus. Je vais revenir un peu sur ton livre. En gros, bon, je le dis comme si c'était pas toi, mais c'est toi. Pour raconter un peu. Donc c'est une jeune femme qui a envie justement d'avoir des enfants et qui passe par des parcours très difficiles. Très difficiles. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de ce parcours-là? Donc, je sais qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, tu as ton fils, mais qu'est-ce que tu retiens de tout ce parcours-là? Que même entouré, on peut être seul. Oh là là, même tu me donnes des entouré- frissons, moi je suis pas là pour pleurer. Même entouré, on peut se sentir seul parce que, je reprends ce que tu as dit tout à l'heure, c'est nos entrailles. C'est vrai que ça se fait à deux, on est deux, mais c'est nous qui accouchons et c'est notre corps, c'est mon corps qui le portait. Ouais. Et à ce moment-là, la solitude, je ne peux pas la décrire parce que c'est une solitude pour moi, je n'arriverai jamais à la décrire comme vraiment j'ai pu la ressentir. C'est se sentir seul au milieu de tout le monde, ses proches, ses amis, et on a envie de partager, on ne partage pas. Mais moi, c'est ce que je retiens, c'est cette solitude et en même temps en étant focus. C'est quand même, c'est marquant. Et ça, c'est une question que je me suis posée aussi. Par rapport au milieu médical, est-ce que tu penses qu'ils accompagnent quand même bien ou ils sont encore un peu détachés de ça? Parce que je me dis, enfin, je sais que tu as eu un accompagnement psychologique pendant un moment aussi, mais est-ce qu'à un moment donné, il y a cette bienveillance aussi? Parce que je sais pas si, bon, eux, ils le vivent tous les jours, donc je me dis, ils se rendent pas compte que perdre un enfant, voilà. Mais est-ce que toi, tu as senti un accompagnement quand même du corps médical? Moi, à ce moment-là, oui. Oui, parce que d'un service à un autre, c'est pas pareil. La mort, c'est tabou. Donc, les services où je sais pas si ça se dit, mais les services où on est plus sujet aux fins de vie et les services où ça va être la maternité, la pédiatrie, je dirais que ces personnes-là sont touchées aussi. Mais elles sont dans un cadre professionnel, donc il y a cette carrure. Et encore, entre la sage-femme, l'aide-soignante, l'infirmière et le médecin, ce ne sera pas pareil. Ce ne sera pas pareil parce que le médecin, ils ont tous leurs choses à faire. Mais la première personne avec qui moi j'étais essentiellement, infirmière, sage-femme, aide-soignante, et moi elles ont été franchement bienveillantes, même quand elles étaient dans des moments de rush, en sous-effectif, j'ai toujours reçu de la bienveillance. Il y en a même une qui a pleuré, de temps en temps elles essayaient de venir, même 2 minutes, elles repartaient. C'est un milieu qui n'est pas évident, c'est un milieu qui n'est pas facile. Respect à elles, parce que quand nous, maman, on pète un câble, elles prennent tout en pleine tête, mais elles sont là. Après, voilà, selon l'hôpital, selon l'équipe, il y en a peut-être pour qui ça n'a pas été, en tout cas moi, pour moi. Je les remercie parce que rien que le fait est qu'elles étaient là et qu'elles ne me parlaient pas forcément de ce que je venais de vivre, c'était excellent, ça me suffisait, ça m'allait. Seïcha, tu m'as émue, j'ai perdu mes mots. Tu vois, c'est un sujet qui touche beaucoup parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. Et puis aussi, tu sais, c'est tellement commun de faire des enfants, tout le monde fait des enfants, machin. Et puis du coup, tu sais, moi je me mets vraiment à ma place. Et en fait, moi j'ai pas eu de problème pour avoir des enfants, mais du coup, quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh! Ouais, ça existe. Waouh! Ça existe. Et je sais pas pourquoi c'est tabou, mais encore une fois, là, j'insiste, c'est culturel, alors, quel que soit, peu importe, en Europe, pas Europe, c'est culturel
ce truc de je veux avoir un enfant, j'y arrive pas, c'est tabou. Alors, je sais pas c'est quoi le pire, de pas être fertile ou d'être fertile et de pas y arriver. Je sais pas, écoute, me pose pas la question, je sais pas trop, je me suis posé la question et je me suis dit, je ne me poserai pas la question parce que dans les deux cas, c'est pas évident. Ok. Oui, et on se disait qu'aujourd'hui c'est tabou, mais moi j'avais une question aussi, durant tout ce parcours, parce que c'est vrai que nous, la femme, on porte, on subit. C'est pas facile, hein, les 9 mois. Il y a des gens qui ont des grossesses 9 mois parfaits, il y en a des qui ont des... Et par rapport à ça, je voudrais avoir ton retour par rapport à l'accompagnement que tu as eu par rapport à ton conjoint de l'époque. Est-ce que tu penses qu'il t'a soutenu? Est-ce qu'il t'a pas jugé? Parce que ça peut arriver. Et j'en ai eu des témoignages comme ça où la personne te dit c'est toi qui, ça marche pas, donc je te quitte. Ou en gros je te juge. Et je voudrais avoir ton partage par rapport à ça. Moi il m'a pas jugé, il me jugeait pas. Il disait juste que c'est pas le moment et ça viendra quand ça viendra. Lui, c'était sa philosophie. Il était plutôt dans ce style de tempérament, mais non, il m'a jamais jugé. Ça, c'est bien. C'est bien parce que ça permet aussi en fait de pouvoir continuer le combat sans forcément se sentir. Parce que quand tu as quelqu'un qui te soutient pas, surtout son conjoint. Ah il y en a, je t'assure. Il y en a parce que ça devient aussi, ça devient pesant pour le couple. Ça devient pesant pour le couple, ça devient difficile à porter. Donc forcément, c'est pas évident, quoi. Oui, surtout dans un couple, on est censé se faire confiance, s'épauler dans les deux sens, que l'un pour l'autre. Donc là, c'est un projet à deux qui ne peut pas, entre guillemets, se faire tout seul. Donc du coup, ce projet d'avoir un enfant, c'est juste pas approprié de se retrouver accablé que la grossesse n'est pas tenue, surtout qu'on n'est pas maître de la vie. Ça, donc là, il faut l'intégrer clairement et je plains les conjoints qui s'en prennent à leur femme par rapport à ça. Ça, clairement, je ne comprendrai jamais. Ah oui, moi non plus, je comprendrai jamais, mais il y en a. Je regardais même une fois sur YouTube, c'est un clip qui commence comme ça, genre, le mec il dit tu n'as pas d'enfant, c'est fini, comme ça, tu vois. Et je trouve ça hyper brutal, parce que du coup, c'est comme si tu n'étais rattaché qu'à ça, en fait, tu ne sers qu'à ça, tu vois. Et en plus de ça, ça marche pas. Donc en gros, j'ai une pourriture de la nature, quoi. C'est ça, c'est un peu ça. Franchement, c'est violent. C'est violent de le vivre et... Je plains les hommes qui sont comme ça. Bon, on va passer un peu des choses un peu rayonnantes. Ton fils est vraiment une grâce de la nature, c'est vraiment une grâce, vraiment. Et tu vois, je suis émue parce que je repense à tout son parcours, toute la naissance, et je me dis, c'est un vrai battant. Il a voulu être là. Il a voulu être là. Avant l'heure, il a voulu être là et il est là. Oui, c'est pour ça que j'ai dit ça. Et je voudrais savoir comment tu as gardé, parce que toutes les étapes, je ne donne pas tout parce que sinon elles vont pas le dire, j'arrive pas le dire. Mais quand tu sors de l'hôpital, déjà pour sortir de l'hôpital c'est compliqué, mais quand tu sors, d'où tu trouves cette force, tu vois, de pouvoir de ne pas baisser les bras? Je sais que ton fils est là aussi, mais à un moment donné, tu sombres pas, non? Parce qu'à un moment donné, je vois que tu fais plein de choses et même tu repasses aussi ton permis. Tu vois, je me dis, mais. Ouais, j'ai laissé. En fait, j'ai commencé mon permis, je l'ai laissé parce que, en fait, il faut hiérarchiser les priorités. Oui, c'est sûr. Et des fois, moi, j'y arrivais pas. Donc, du coup, je me suis dit, chaque chose en son temps. Du coup, le permis, je l'ai laissé de côté et je l'ai passé après parce que je l'avais pas encore passé, donc je l'ai laissé après. Et mon fils, en sortant de l'hôpital, je me disais, tant que j'ai pas quitté cet hôpital avec mon enfant, comme une maman classique qui accouche et qui sort, tant que j'aurais pas ça, je me sentirais pas encore mère. Et pourtant, mon fils, il était là avec moi. Ah bah oui. Et ce qui me faisait tenir, c'est de voir lui là. Il se plaignait jamais. C'est ça. C'était une crevette, il se plaignait jamais. Il pleurait pas. Même pour réclamer à manger, il attendait que ça arrive. Donc ça veut dire que lui-même était une force. Je pouvais me sentir fatiguée, je ne m'autorisais pas à laisser tomber. Pour moi, c'est quelque chose, je ne connais pas abandonner. J'abandonne quand je suis épuisée, et encore, le mot abandon n'existe pas en fait. Laisser tomber, ça n'existe pas. J'ai commencé, Mais et tout ça dans ton parcours aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans juste à l'émission d'avant, je me disais, aujourd'hui c'est vrai que la femme, on a beaucoup de force, on a beaucoup de résilience,
Mais est-ce que tu as su demander de l'aide à un moment donné quand ça allait pas aussi? Parce que j'imagine que tu as eu des moments très sombres aussi où tu t'es dit. Et est-ce que tu as su dire aidez-moi? Non. Non? Non. Non, parce que tout était là. Avec du recul, je me dis tout était là, j'aurais pu demander de l'aide, mais c'était un truc où c'était à moi, c'était mon combat. J'aurais pu demander de l'aide pour être soutenue, rien que physiquement, avoir plus de présence autour de moi, mais je faisais comme si j'avais pas de soucis et je menais mon combat. Mais je le conseille pas. Hein. C'est pour ça que je déconseille de faire ça parce que ça fait mal et on peut avoir des séquelles après. Oui. J'ai des séquelles après et encore faut-il prendre conscience que ces séquelles viennent de là. Donc c'est tout un travail d'esprit. D'état d'esprit, puis il faut être aligné avec plein de choses, sinon ça ne va pas. Moi là quand j'y repense, je me dis mais j'étais folle. C'est pour ça que je te pose la question. J'étais folle, mais le focus autour, et dès que j'avais un peu une idée sombre qui venait, je sais que j'avais la prière, j'ai ma religion, et en fait les idées sombres, c'est comme si moi j'étais dans une bulle, elles venaient, mais elles repartaient. Donc il n'y avait pas de place pour ça en fait, c'était dégagé en fait. Vraiment, il n'y avait pas de place. Après, c'est un focus qui peut être dangereux parce que du coup, c'est foncer, s'enfermer dans quelque chose. Si mon fils n'aurait pas tenu, bah. Oui, là, la chute aurait été plus spectaculaire. Là, clairement, ouais. Mais. Non, franchement. Mais en même temps, je me dis, quand tu regardes d'un point de vue par rapport à ton fils, demain, il aura cette fierté de se dire j'ai une maman. Il a intérêt. Écoute, il a intérêt, lui, moi aussi, je vais tirer les oreilles. Hein. Non, il a intérêt vraiment à avoir aussi cette force-là et de son imprégner aussi. Parce que, tu vois, j'imagine que quand tu traverses des parcours de vie comme ça, tu en fais quelque chose après. Tu vois. Et tu enseignes aussi à travers ton parcours. Tu vois. Et tu donnes aussi une vraie humilité à certaines personnes. Parce que. Je vois comme ça une femme devant moi, mais c'est pas une femme, c'est une guerrière que je... c'est vrai, ah non, mais c'est vrai, enfin, j'en ai des frissons, je t'en parle, des frissons, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Ouais, il faut demander de l'aide en tout cas. Là, je déconseille de ne pas demander de l'aide parce qu'il faut penser à après en fait. Parce que on va avoir notre enfant ou nos enfants pour ceux qui en veulent plus, mais il faut être en état aussi après de s'en occuper. C'est ça. Parce que si les séquelles elles arrivent à un point où nous-mêmes, du coup, il faut se faire suivre, suivre plus, développer des choses, parce qu'on peut même se développer des maladies qu'on n'avait peut-être pas. Oui. C'est hyper. Ça peut devenir très dangereux et le but c'est de vivre après. On vit tout ça, j'ai vécu tout ça, c'est pas pour après ne pas pouvoir profiter de mon fils ou mon fils ne puisse pas profiter de moi. Ah bah c'est sûr, donc ça n'a pas trop d'intérêt là. Ça n'a pas trop d'intérêt. Après, pas par tout le monde, mais se faire aider par des personnes autour de soi ou pas, qui vous jugeront pas et qui vous accompagneront dans ce qu'elles sont en fait. Ouais, c'est vrai que... Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu en fais de ce parcours-là? Est-ce que tu l'as transformé en accompagnement? Est-ce que tu accompagnes des gens? Est-ce que parce que je sais déjà qu'il y a ton bouquin, mais qu'est-ce que tu fais de ce parcours-là? Alors, en fait, il y a une partie que, quand j'ai écrit ce livre, au début, je voulais apporter de soutien pour, pas que les femmes, les familles. C'est sûr. Les familles aussi, parce que... J'étais parmi une famille et c'est comme si j'étais toute seule alors que j'ai de la famille. Donc pour impacter ces familles, pour qu'elles entendent que celle qui cherche à avoir un enfant ou qui n'a pas encore d'enfant, elle est peut-être en souffrance mais elle ne le dit pas. Donc il y a une certaine bienveillance à apporter quand ces femmes sont quand elles sont dans ce projet, même en tant que couple, parce que les hommes aussi en souffrent. Je parle de moi, mais les hommes en souffrent parce qu'ils se sentent certains qui sont même impuissants. C'est ça. Donc du coup moi, ce livre, j'en fais quoi? Le but c'est d'apporter du soutien, donc qu'elles viennent me voir, mes plages de rendez-vous ne sont pas encore à l'heure du jour, mais le but c'est de les accompagner, qu'elles viennent, qu'on ait un temps d'échange, qu'elles aient des pistes, parce que j'ai le volet body positivité qui est ce que je prône. On va en parler sur le dernier volet. Parce qu'à ce moment-là, il y a plein de choses que l'on traverse et qu'on néglige, mais à cause de la situation, non pas parce qu'on n'a pas envie. Et ça a aussi des parce qu'on fait un focus, comme tu disais tout à l'heure. Du coup, j'interviens dans les conférences avec Miss Purple Coach aussi, des conférences, j'assiste à des masterclass. Mais oui, à l'avenir,
pour l'instant, je ne sais pas sous quelle forme, mais j'ai déjà eu quelques rendez-vous de femmes qui avaient besoin. Alors, ce qui m'a surpris, c'est même des femmes qui n'ont pas forcément des problèmes, qui n'ont pas eu de problème pour avoir d'enfants, mais que ça les a touchées, ça les a rapporté à une difficulté qu'elles ont en tant que femmes, et on demandait à ce qu'on échange. Et là, ça m'a fait hyper plaisir. Mais écoute, on va revenir sur ce dernier projet, sur le dernier volet. Tu parlais justement de l'accompagnement que tu avais pour les femmes. Je voudrais que tu développes un peu plus. Quels sont tes projets autour justement de cet accompagnement-là, même si je sais que c'est à venir. Et puis après, on passera à les questions signature. Alors, mes projets, l'écriture de ce livre, comme j'expliquais, ça va être pour apporter du réconfort, mais pas que. Peut-être qu'il y a des femmes ou des familles ou des hommes le sujet les interpelle peut-être pour quelqu'un d'autre ou autre, donc du coup je peux les accompagner à travers quelques rendez-vous sur une petite période pour pas que ce soit trop long, parce que le but c'est que ça les éveille, que ça les sensibilise. Moi ce que j'aimerais bien faire, mais ça c'est encore en discussion, c'est peut-être mener plutôt des ateliers, recevoir les gens qui puissent échanger ensemble pour interagir, créer des liens qui puissent se soutenir. Tu vois, c'est mon projet. Je sais pas trop comment ça se mène. Ça va se mener. En tant que représentant des parents d'élèves, je sais que dans les écoles, on commence un peu à faire sur d'autres thèmes. Mais voilà, je suis un peu engagée un peu partout. Et j'ai le thème aussi au niveau du bien-être, au niveau de la body positivité, parce que c'est ce que je prône haut et fort, parce que lors de mon parcours, c'est pas que je ne m'occupais pas de moi, mais il y a des choses que je faisais pas en fait. Et encore une fois, je reviens, ça fait des séquelles. Donc du coup, il faut prendre soin de soi depuis l'intérieur, je ne parle pas de l'extérieur. Voilà, moi je suis très plante, donc j'aimerais que mes sœurs, tout le monde, toutes les femmes s'en saisissent. Il n'y a pas que les médicaments, qu'elles prennent soin d'elles, mais ça commence aussi par l'esprit. Ah bah oui, l'esprit, le cœur, la tête, tout ça c'est des choses qui sont alignées. Alors je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, mais quand même quelques lignes de conduite pour pouvoir se recentrer soi-même. Donc voilà, moi aussi mes ateliers, il y a ce volet-là aussi pour les accompagner vers le chemin de leur body positivité, de leur bien-être. Pas le bien-être qu'on va leur inculper, pas le bien-être qui doit paraître, mais leur bien-être à elles avant et après. J'ai envie de dire ça se passera bien. Parce que si on est aligné avec soi-même, on peut faire plein de choses. Ah bah ça. Et justement, je voudrais que tu reviennes un peu sur la body positivité. C'est quoi concrètement que tu donnes quelques tips, sans forcément rentrer dans le détail, mais c'est quoi concrètement cet accompagnement? C'est l'amour de soi. L'amour de soi, son respect, l'estime de soi également. Prendre conscience de son âme, son corps, tout. Voilà, voir son potentiel. Toutes les femmes ont un potentiel. S'il existe diverses morphologies, c'est que ça a toutes ces morphologies, on la place. Oui, exactement. Prendre conscience de son corps, s'accepter tel qu'on est et en faire quelque chose. Et si jamais je reçois, par exemple, je sais pas, si toi tu viens voir, tu dis oui, j'aimerais bien perdre du poids, c'est ton bien-être. Si tu as besoin de perdre du poids, tu perds du poids pour te sentir à l'aise. Mais perdre du poids pour te sentir à l'aise, toi, et non pas parce qu'il faut perdre du poids. Il y a une société, il y a une étiquette, on n'est pas obligé de la suivre. Ah bah ça c'est sûr. Moi je suis en forme, j'aime mes formes, j'entretiens mes formes, j'entretiens mon esprit. Donc voilà, il y a quelques clés et quand on prendra contact avec moi, ces clés-là, je les fournis. Donc voilà, c'est sur 4 mois. Pareil, pas trop long, parce que le but c'est pas de le faire, c'est que ces femmes-là prennent conscience et qu'elles le fassent. Une fois qu'elles ont pris le chemin de leur body positivité, ça va rouler tout seul. Et après, de temps en temps, on échangera pour celles qui veulent. Écoute, mais là tu m'as même emportée là. Et justement, un dernier, les questions signature. Tu sais, le podcast s'appelle Le Papillon. Donc le papillon, il se transforme. Et quel était l'événement qui t'a permis de renaître, de te transformer? J'ai déjà une petite réponse. Me transformer. Quand j'ai eu mon fils. Quand je suis sortie de tu vois, j'avais fait un 10 sur 10. Quand je suis sortie de l'hôpital. Et qu'il n'avait plus tout ce qu'il avait, je me suis dit, ok, t'es maman, t'es maman. Ça y est. Tu t'occupes de lui sans tout ce qui est médical. Et là, je me suis sentie maman, je me suis dit, ça y est. Je savais qu'il y avait d'autres choses qui allaient venir, mais le plus gros quand même était fait. Il respirait, il a une vie, 2 bras, 2 jambes, une tête, bref, il était là, avec moi, chez nous, dans son lit.
Donc là, c'était on va dire la libération et me dire ça y est, t'es maman. C'est là où je me suis dit t'es maman. Et je me réveillais la nuit. Lui se réveillait pas la nuit, mais moi je me levais la nuit. Pour aller voir. Pour aller voir. Si respirer et tout. Ce que j'ai fait, et je l'ai calé juste à côté. Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est là où je me suis dit ok, ça y est, c'est bon. Et c'est là où tout se relâche. Et que je parle de séquelles, de body positivité, parce que ça, c'est tout ça s'en est suivi. Ah bah oui, j'imagine. Et c'est même là où je me suis dit, faut que je fasse un truc à moi. Et que j'ai commencé tout ce qui est autour du bien-être. Et dernière question, si j'avais une jeune fille qui t'écoute, là, qui traverse à peu près les mêmes, pas les mêmes difficultés, mais bon, similaires, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je lui dirais qu'est-ce qu'elle veut. Je lui poserai la question qu'est-ce qu'elle veut entendre, de quoi tu as besoin. Parce que si elle ne sait pas elle-même, bah, elle a peut-être juste besoin de quelqu'un à côté d'elle en fait. Quelqu'un qui la regarde et qui la regarde comme elle est en fait. Qui regarde cette femme telle qu'elle est, qui entend son cri, son mal-être, sans la juger. Et l'écouter aussi sans parler peut-être. Parce que écouter une personne sans parler, ça peut être beaucoup plutôt que d'interagir, ou juste être à côté d'elle, qu'elle fasse le tri, la personne avec qui elle se sent le mieux, le plus à l'aise, pour voir si c'est possible. Parce que c'est pas parce qu'on est avec une personne avec qui on est à l'aise que cette personne est prête à recevoir cette discussion aussi. Parce qu'il y a des personnes avec qui on est proche, on est bien, mais elles sont peut-être pas prêtes à entendre aussi. Ah bah oui, c'est sûr. Et ça, c'est difficile. Ah bah oui, c'est sûr. Tu vois, encore une fois, hein, moi, quand j'ai lu le bouquin, au début, quand je me rappelle, j'ai vu les couvertures, je me suis dit, et de quoi il va parler? Et en le lisant, je me suis dit, mais waouh, je sais pas comment on peut traverser autant de choses et se relever, mais en même temps, on a besoin justement des témoignages comme ça. Parce que je suis sûre qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui traversent ça et à travers ton livre, qui pourront se retrouver, qui pourront trouver justement un soutien. Ouais, et de dire, vous êtes pas seul en fait. Parce que moi, j'étais seule sans être seule et j'avais fait un événement à Marseille où on m'a demandé de venir, une association pour famille et femmes, et j'ai rencontré une dame justement en parcours PMA, qui était peut-être à la fin de son parcours, et il fallait que ça marche. Enfin, ça impacte vraiment du monde en fait, et cette personne-là, bah, elle n'était pas sûre de prendre le livre, elle a fait le tour, on a discuté un peu, et là elle a dit ok, je prends le livre en fait. Et d'autres personnes ont lu sur un autre événement, j'ai fait masterclass, elle lisait le livre, elle était ensemble, elle pleurait. Elle pleurait parce qu'elle pensait à une telle personne, si ça se trouve j'aurais pu faire ça, si ça se trouve c'est ça le but aussi. Et oui, et puis on se rend compte aussi, c'est là où, une fois qu'on a, enfin, pour celles qui n'ont pas eu des difficultés, où tu vois ton fils, tu dis ouais, merci. Merci la vie. Parce que je suis en vie moi aussi, j'aurais pu passer, mais je suis en vie, Dieu merci, lui il est en vie, il est en bonne santé maintenant, et il faut savoir qu'il n'y a pas de mots quand on vit ça. Voilà, quand on perd un parent, il est orphelin. Il appelle sa mère, son père, mais quand on perd un enfant ou des enfants, il n'y a pas de mots pour être qualifié. C'est vrai. Donc, ça reste un fond. Écoute Aïcha, sur ces paroles très profondes, merci à toi de m'avoir reçu. Écoute, j'ai failli pleurer pendant toute l'interview, j'ai gardé, donc là je te dis merci, mais tu vas avec les yeux mouillés. Merci beaucoup. Ah, faut pas, non, mais c'est avec plaisir et c'est important. Merci à toi déjà de nous recevoir, pour nos témoignages, parce que ça nous donne de la force, et ça donne de la force aux autres qu'elles entendent, parce qu'il faut vraiment libérer ce tabou qui ne devrait pas l'être en fait.